Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la chaîne catholique du diocèse de Mbuji-Mayi, bonjour et surtout bienvenue à cette émission spéciale. Comme vous pouvez le constater, c'est une émission que vous n'avez pas encore suivie. Et donc c'est la première fois que nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du projet intégré RED Plus dans le bassin de Mbuji-Mayi, de Kananga et de Kisangani Mbikis. Donc c'est exactement ça. Alors pour en parler, nous allons recevoir les coordonnateurs de ce projet dans l'espace Kasaï oriental et aussi dans la province de Lomami, il faut le dire ainsi. Alors c'est lui que nous allons recevoir aujourd'hui. Je préfère que vous puissiez le découvrir d'abord vous-même, mais il faut retenir que c'est un projet qui est beaucoup plus axé sur la forestation. Ça veut dire qu'il faut lutter contre les changements climatiques parce qu'effectivement les perturbations climatiques posent pas mal de problèmes dans nos provinces et surtout ici en République démocratique du Congo, où on connaît que certains endroits où il y avait des forêts, aujourd'hui avec la fabrication de braise ainsi de suite, il n'y a plus de forêts dans nos provinces. Et donc il faut absolument reconstituer la forêt pour pouvoir sauver l'humanité. Donc vous allez comprendre tout ça à travers cette émission que nous avons commencé, ou cette série d'émissions que nous commençons aujourd'hui avec les coordonnateurs du projet ici dans la province du Kasaï oriental. Je voudrais d'abord qu'ils se présentent. Messieurs les coordonnateurs, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, donc je voudrais que vous puissiez d'abord vous présenter de manière intégrale pour que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube et ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision puissent vous connaître et vous découvrir. Merci beaucoup. Je m'appelle Évariste Kafumba Boukassa. Je suis le coordonnateur provincial du projet. Comme vous l'avez si bien défini, le projet RED Plus dans le bassin d'approvisionnement de Mbuji-Mayi, Kananga et Kisangani, que nous appelons en abrégé PIRED Mbekis. Alors, les projets fonctionnent dans les deux provinces, dans le Grand Kasaï. Nous sommes dans le Kasaï oriental et puis dans la province de la Lomami. Alors, nous sommes dans la province du Kasaï oriental pour le moment, mais aussi les projets se trouvent dans la province de Lomami. Alors, il faut dire que les auditeurs, les téléspectateurs voudraient savoir pourquoi un tel projet ici chez nous en République démocratique du Congo, aussi longtemps qu'en RDC, il y a ces grandes forêts équatoriales, mais il y a aussi des forêts qu'on retrouve par-ci par-là, par exemple dans la province de Lomami. Il y a certains endroits où on peut encore retrouver la forêt. Dans la province de Sankou, il y a vraiment déjà la forêt de ce côté-là. Pour ne pas parler de l'équateur, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir aujourd'hui ces projets ici? Merci pour la question. Cette question est pertinente. Il n'y a pas que vous-même qui pouvez poser cette question. Il y en a aussi d'autres qui peuvent se poser la même question. Nous avons des forêts. Mais pourquoi alors les projets intégrés RED Plus? Écoutez, nous aujourd'hui, rien n'est à cacher. Nous avons tous, et nous sommes en train de vivre des problèmes de changement climatique. Et c'est un problème qui se pose dans le monde entier. Nous avons des forêts, c'est vrai, mais les forêts, comment ces forêts sont exploitées? L'exploitation des forêts ici chez nous est vraiment, je peux dire, désordonnée. Dans le sens que ceux qui sont en train de prélever, par exemple, le bois de valeur commerciale dans les grandes forêts que nous connaissons, par exemple au niveau de Kisangani, au niveau de la province de l'Équateur, et ils ne les font pas suivant les règles d'art. Nous avons un problème avec la forêt au niveau de la province de Congo central. Aujourd'hui, on ne parle plus de forêt de Mayumbe. Ça n'existe plus. Ici, je ne vais pas aller trop loin, mais rentrons un peu dans notre cercle. Donc je vais circonscrire un peu notre province du Kasaï oriental et peut-être d'autres provinces qui nous entourent. La forêt de Buenamoutou que nous sommes en train de réhabiliter aujourd'hui dans la... comment je vais appeler notre site de Mabayakan Kelenge. Vous voyez que cette forêt n'existe plus.
Quand vous allez à Moueneditou, auparavant on appelait Moueneditou en fonction de la forêt qu'elle égorgeait. Aujourd'hui, cette forêt n'existe plus. C'est pourquoi je parle souvent de Mouenampata, parce qu'il n'y a plus de forêt, il ne reste que des savanes aujourd'hui. Et ces problèmes se posent aujourd'hui, par exemple, au Brésil. On parlait de la grande forêt d'Amazonie qui était le premier poumon mondial, mais aujourd'hui, c'est la forêt de la cuvette centrale de la République démocratique du Congo qui remplace aujourd'hui la forêt d'Amazonie parce qu'elle a été tellement exploitée en désordre qu'aujourd'hui, elle ne joue plus le rôle d'autrefois. Alors, si vous me posez la question de savoir pourquoi, c'est pour lutter contre les changements climatiques. Toutes ces exploitations créent des problèmes climatiques et ça change carrément, ça nous amène d'autres facteurs, d'autres maladies, d'autres phénomènes qui n'avaient jamais existé. Voilà. C'est ça justement la question que je voulais poser. Voilà. Est-ce que la forêt est très importante? Parce que je vois que vous attachez beaucoup d'importance à la forêt. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est très importante et pourquoi? Oui, la forêt est importante. Puisque dans la forêt, quand vous y allez, vous allez trouver ce qu'on appelle les arbres et ce que nous appelons en termes techniques des essences forestières. Et vous connaissez le rôle que joue l'arbre. Dans notre jargon, nous disons toujours que l'arbre, c'est la vie. Parce que après la photosynthèse, avec l'action des rayons solaires, avec l'action des micro-organismes, de feuillage, toutes ces biomasses est engagée dans un processus de la photosynthèse pour capter ou séquestrer le carbone, les CO2 atmosphériques et produire l'oxygène que vous et moi et mes frères, même tous les êtres vivants ont besoin pour vivre. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi nous disons que l'arbre, c'est la vie. Parce que l'arbre nous produit l'oxygène qui nous permet au moins de respirer jusqu'à présent, de rester en vie. Alors, quel est au fait le constat qui a été fait? Parce que vous avez parlé, nous avons parlé. Oui. Ça, ce n'est qu'un premier avantage. Oui. L'arbre, comme tel, il nous fournit beaucoup de services. Regardez par exemple, quand on a besoin de construire une maison, on a besoin de planches. Quand on a besoin de s'asseoir, on a besoin de chaises, des lits. Nous passons nous sur des lits et construits avec les arbres. Ça nous donne le charbon et le bois de feu dans le cadre de l'énergie domestique. Et vous voyez, l'arbre joue un grand rôle. Vous trouvez dans la forêt, il y a des arbres qui vous produisent des chenilles, il y a des arbres qui vous produisent des champignons, et il y a des arbres qui vous donnent des racines qui sont comestibles par les individus, les feuilles, même tout ça, et ce que nous regroupons dans le cadre des produits forestiers non ligneux. Donc il y a beaucoup, l'arbre est très utile et nous devons le conserver si nous voulons conserver aussi notre vie. Voilà, l'arbre est très utile, nous devons conserver l'arbre pour conserver la vie, c'est ce que vous venez de dire et c'est très important. Alors quel est le constat qui a été fait, qui a poussé, disons au gouvernement de la République, de pouvoir élaborer ces projets? Merci beaucoup, je l'ai circonscrit d'abord ici chez nous, je ne vais pas parler d'autres provinces, parce qu'après vous allez me demander mais pourquoi ça se trouve peut-être dans quelques provinces et pourquoi pas dans les autres, mais ici nous sommes dans des zones sous les tropiques. Et il y a un problème qui se pose avec acuité en ce qui concerne l'utilisation, les besoins en énergie domestique, le charbon de bois ou le bois de feu. Vous voyez, c'est un problème séculaire. Hein? On ne va pas l'arrêter aujourd'hui. On ne peut pas arrêter ou demander à la population de ne pas utiliser le charbon de bois ou le bois de feu. Mais c'est un besoin. Et ce besoin doit être satisfait. Et voilà pourquoi l'exploitation maintenant pour la production du bois de feu et la production de charbon de bois a apporté certaines conséquences. La queue de la forêt équatoriale qui est venue et arrivée jusqu'au niveau de la forêt de Buenamuntu, aujourd'hui, si vous y allez, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de forêts. Et même dans la plupart de nos provinces, je voulais parler des communautés qui vivent dans nos villages, nos secteurs, vous allez dans des groupements, vous allez dans des villages, tous
Nous avons besoin d'utiliser le bois peut-être pour la cuisson, peut-être pour la construction des maisons, peut-être si on a besoin de chaises ou de lits, comme je vous ai dit. Et tout le monde a besoin du bois. Ce qui a fait que la pression sur le bois en forêt et même dans le savane a fait qu'aujourd'hui, tous les bois étaient coupés. Et puis il y a des conséquences. Pour la carbonisation. Et lorsqu'on coupe, c'est-à-dire on crée un déséquilibre dans les écosystèmes. La production, par exemple, d'oxygène dont nous avons parlé il y a peu, ne correspond pas aux besoins des êtres vivants. Hein? Si vous regardez la croissance économique, ça, si vous parlez seulement pour les hommes, mais les animaux en ont aussi besoin pour vivre. Les insectes en ont besoin pour vivre. Nous commençons tous maintenant à combattre pour avoir l'oxygène pour la vie. Le peu d'oxygène qui existe. Et le peu d'oxygène que nous avons fait qu'il y a un déséquilibre entre les quantités d'oxygène qu'on a besoin pour la vie et la production de CO2 que nous trouvons dans l'atmosphère ou dans la nature. Ce qui fait que la quantité de CO2 augmente et crée la chaleur que nous avons, nous sentons maintenant. Quand vous voulez vous reposer, vous avez besoin d'aller rester en dessous d'un arbre. Et auparavant, même quand nous étions au village, lorsque vous vous mettez en dessous des arbres, vous recevez un courant d'air frais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même là où nous sommes avec vous, vous sentez qu'il fait toujours très chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre qui est créé par l'homme. Et pour parer à cette situation? Il faut ces projets que nous amenons et pour lutter contre ces changements climatiques, contre le réchauffement de la Terre. Parce que ces projets, c'est en quelque sorte une solution au changement climatique. Ce qui nous amène à parler de notre projet, c'est un projet intégré. D'ailleurs, nous sommes encore dans une phase pilote. Oui. Cette phase pilote concerne dans le monde entier que 8 pays. Et dans les 8 pays, la RDC se retrouve à cause de la grandeur des superficies des forêts qui l'occupent. Mais au sud, quand vous venez aussi des tropiques, c'est les savanes. C'est un projet qui est déjà installé ici chez nous, oui, dans la province du Kassai oriental et même dans la province de Lomami. Donc ça fait un bon bout de temps que ce projet existe. Peut-on connaître ses composants d'abord? Oui, là vous m'amenez à vous présenter les projets. Alors, les projets intégrés RED+, RED qui veut dire la réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation. Alors, notre projet a pour objectif la lutte contre ou la réduction des émissions dans la province du Kassai oriental. Il a 2 ou 3 composantes. Des composantes techniques et une composante qui est liée à la gestion du projet. Mais beaucoup plus, nous parlons des composantes techniques. Et c'est ce qui est beaucoup plus important. L'autre composante, ça c'est la gestion, c'est les finances, c'est l'argent, ainsi de suite. Voilà. La première composante, c'est la composante appui à la gestion durable des forêts. Et là, il y a aussi d'autres activités que nous sommes en train de mener sur le terrain, comme dans le cadre de la forestation, c'est le reboisement, c'est l'encadrement de structures partenaires au projet. Et ce sont parfois aussi les formations que nous sommes en train de donner par-ci par-là. Et la deuxième composante, c'est la composante liée à l'appui à l'agriculture durable et à la sécurisation foncière. Donc, des fois, on me pose des questions, mais vous nous amenez des arbres quand nous allons planter les arbres, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons manger? Ça c'est vrai. Voilà. Donc je voudrais que nous puissions commencer avec la première composante, qui parle plutôt de la forestation, c'est-à-dire, disons, planter les arbres, ainsi de suite. Que l'on comprenne un peu ce qui est en train d'être fait dans cette composante-là. Bon, actuellement, dans le cadre de la première composante, qui est l'appui à la gestion durable des forêts, nous avons le devoir de réhabiliter par exemple la forêt de Buenamuntu
pour une superficie de 2000 hectares et pour lesquels le plan simple de gestion est en train d'être mis en place parce que nous venons de mener il n'y a pas longtemps, la semaine passée, nous revenons du terrain où nous sommes allés pour lancer les travaux préliminaires pour l'élaboration du plan simple de gestion du terroir. Alors, 2000 hectares. En plus de cela, nous avons les activités d'afforestation. La forestation, c'est-à-dire nous allons créer des forêts là où il n'y en avait pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a afforestation et forestation. Vous comprenez? Lorsque nous parlons, par exemple, de reboisement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà existé quelque chose et puis on vient reboiser. Il y a le boisement et le reboisement. Et dans le cadre de la forestation, nous avons prévu d'aller avec 2650 hectares de plantations à mettre en place dans le cadre de la forestation. Et là, nous travaillons avec notre assistance technique, qui est l'agence locale d'exécution. Et après la passation de marché, on a pu recruter la Fondation Daniel Madimba, qui nous appuie dans le cadre de la mise en œuvre des activités sur le terrain dans les 4 sites d'intervention dans le territoire de Luilou, où nous avons des sites d'intervention à Luputa et puis à Katabaye. Et puis dans la province du Kasaï oriental, nous avons des activités au niveau du territoire de Lupatapata. Nous avons les sites de Mabaïkan Kelenge et puis dans le territoire de Miabi, où nous avons les sites de Miketa. Voilà, donc là, je voudrais que nous puissions maintenant revenir aux activités proprement dites dans le cadre de cette première composante. Vous nous dites un peu comment ça évolue, parce qu'au fait, il faut dire que ça fait pratiquement plus de 3 ans que vous êtes là. Et donc, peut-on dire qu'aujourd'hui, les objectifs que vous avez donnés ici, ce sont des objectifs déjà atteints ou en train d'être atteints, ou c'est comment? Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue, puisque les activités sont en cours. Donc, c'est-à-dire, au niveau de notre assistance technique, l'ALE, que nous appelons FDM, nous avons pu recruter plus ou moins 52. Nous avons 52 contrats avec des prestataires privés. Et dans les 52, nous avons à peu près 4 contrats avec des communautés. Et là, nous avons pu recruter des prestateurs avec au moins 50 hectares par chacun. Et pour les communautés, c'était 100 hectares. Et nous travaillons avec ces prestateurs. Donc, ce sont des ONG de développement qui évoluent dans le domaine ou dans le secteur de la gestion durable des forêts. Parfois, quand vous arrivez ou quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé quand même qu'il y a des personnes qui ont compris la valeur de l'arbre et qui avaient commencé déjà leur propre plantation avec les acacias orchidiformis et puis d'autres même avec le Gmelina arborea. Et dans le cadre de ces projets, parce que le projet a aussi un aspect qu'on allait peut-être oublier, c'est la lutte contre la pauvreté. Donc, ça veut dire que nous apportons des intrants. Nous apportons, par exemple, des moyens financiers, nous apportons les matériels aratoires, nous apportons les semences et nous apportons aussi l'assistance technique à tous ces prestateurs pour les aider et les pousser à aller de l'avant dans le cadre de la forestation, donc de la création des plantations énergétiques, donc des plantations pures d'acacia qui vont constituer les puits de carbone pour la séquestration de carbone atmosphérique et augmenter les quantités de production d'oxygène, comme je vous ai dit. Alors, pourquoi seulement l'acacia? Bon, nous avons choisi l'acacia parce que pour nous c'est une essence ou un arbre de prédilection à cause de plusieurs vertus. L'acacia a la capacité d'améliorer d'abord la texture et la structure du sol.
il ne faut pas me poser ces questions, sinon nous allons entrer dans un grand cours. Voilà. Je comprends que c'est votre domaine. Demander aux agronomes, donc nous améliorons la qualité du sol. Donc je pouvais parler seulement comme ça. La qualité du sol, c'est la structure et la texture du sol. Et puis, il fait partie des essences à croissance rapide. Ça ne vous demande pas d'attendre des dizaines d'années pour son exploitation, par exemple. Vous voyez? Et puis, c'est un arbre qui ne vous pose pas beaucoup de problèmes lorsque vous le prenez. Même dans les sables, il croît sans problème. Vous voyez? Donc, il a la facilité de s'adapter à plusieurs types de terrains ou de sols. Il croît sans problème. Il vous produit aussi les charbons de bois de bonne qualité. Donc, avec une bonne valeur énergétique. Lorsque vous respectez les différents types de la carbonisation, donc ce sont des formations que nous donnons à nos fermiers, nous leur montrons, si vous voulez produire du charbon de bois, on vous donne une formation sur la carbonisation et vous produisez une grande quantité de bois qui a une grande potentialité énergétique. Alors, avec toujours l'acacia, vous voyez, quand vous considérez toute sa biomasse, donc c'est comment vous appelez ça? Nous l'appelons en termes techniques ou pieds, ou bien l'ensemble des branches là, oui, des feuillages et des branches, c'est ce qui constitue la biomasse. Oui. Ces feuillages là, quand ça tombe sur le sol, vous n'avez pas d'aller utiliser les engrais chimiques, oui, qui brûlent aussi ça donne les sols. Donc, les sols. Il constitue, avec l'action de l'eau et des rayons solaires, il constitue l'humus. L'humus, c'est ce que nous appelons l'engrais. Et l'engrais biologique. L'engrais biologique pour la fertilisation des sols. Et dans le cadre de l'agroforesterie, parce que nous allons parler nous sommes encore dans la première composante. Nous allons parler de la deuxième composante. Dans le cadre de l'agroforesterie, vous allez voir que dans les champs, on n'a pas besoin d'apporter encore une quantité supplémentaire des engrais chimiques. Oui. Voilà. Voilà, donc je crois que là, on peut... aussi des vertus médicales, l'acacia. Voilà, donc en dehors de ça, je voudrais que nous puissions maintenant parler du projet, en fait, de cette première composante. Vous avez montré que ça évolue. Est-ce qu'il y a des difficultés sur terrain? Parce que ça ne manque pas. Les difficultés, oui, effectivement, vous avez dit, les difficultés ne manquent pas. Et dans tout travail, il y a toujours des difficultés et on trouve toujours les moyens de répondre. Bon, voilà. Et dans la première composante, avec nos prestataires, c'est sûr qu'il y a des petits problèmes nous enregistrons sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des structures qui ont signé les contrats avec les projets, et les projets viennent en appui, comme je vous ai dit, avec des intrants, avec les moyens financiers, techniques, tout ça. Mais il y a les structures qui ont reçu des semences, et ils ont installé des pépinières, et ils devaient prendre maintenant, après 100 jours de planture dans les pépinières, les transplanter dans les plantations qui étaient déjà préparées pour le besoin de la cause. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont déjà planté tous leurs 50 hectares, mais il y en a d'autres aussi qui ont planté, par exemple, qui sont en train et qui n'ont pas atteint l'objectif demandé. Parce que vous devez d'abord planter vos 50, si vous avez les 50, si vous avez les 100, planter les 100, et puis continuer avec les activités d'entretien. Et parce que les paiements se font aussi en étapes. Oui, oui. Ils ont déjà reçu les 10%. Et puis il y en a qui ont déjà reçu leurs 40% pour avoir planté sur toute la superficie de 50. Et puis il y a les 25%. Et 25%, ça, c'est conservé uniquement pour l'entretien. Donc on doit garder les plantations propres. Parce qu'à la fin du projet, tout ce qu'ils auront fait appartiendront à ce prestataire. Alors maintenant, il y a donc aussi... je n'ai pas terminé. Donc les difficultés, c'est qu'il y en a qui avaient planté pendant la saison sèche et nous avons enregistré des mortalités
qui variait en moyenne entre 40 et 20% des mortalités. Ce qui risque d'entamer les résultats. Alors, oui. Alors nous leur avons demandé, pendant la saison A ici, de commencer les opérations de régarnissage pour compléter les poches vides. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Et puis ceux qui n'avaient pas terminé, les tracteurs disponibles, ça est en train de passer sur plusieurs terrains pour les aider à compléter leur superficie contractuelle. Voilà. Donc là, je voudrais rappeler que nous sommes en train de parler du projet intégré RED+, dans le bassin de Mbujimayi, de Kananga, mais aussi de Kisangani. Et donc on a dit que c'est bien les MBKIS, voilà, c'est exactement ça. Donc nous parlons de ça avec les coordonnateurs provinciaux de ce projet. Et donc là, nous passons à une autre étape, bien sûr qu'avant de parler bien sûr de la deuxième composante, je préfère que nous puissions finir avec cette première composante. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a des difficultés, des structures qui n'arrivent pas à terminer ce qui était prévu. Dans ce cas-là, vous le laissez. Qu'est-ce que vous faites? Non, bon, on ne peut pas laisser. La tournée que nous venons de faire, c'était une tournée de sensibilisation pour voir aussi les forces et les faiblesses dans le cadre de la mise en œuvre. Cela va nous amener à évaluer les prestataires performants et les prestataires les moins performants. Et en ce qui concerne les moins performants, c'est ceux qui n'ont pas pu réaliser même la moitié de superficie contractuelle. Oui. Alors là, comme nous venions de les appeler, et nous avons fait une réunion de sensibilisation et nous avons fixé les deadlines pour leur dire ceux qui n'arriveront pas d'ici les 3 mois ici, alors le projet sera obligé de récupérer les contrats. Surtout que le projet est en train de tendre vers la fin. Voilà encore un élément de plus. Nous allons récupérer seulement les contrats et nous allons les donner aux prestataires ou les structures qui sont performants. Parce que là, il faut quand même jeter des fleurs à certaines structures qui avaient signé les contrats pour 50 hectares. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, vous trouvez qu'ils sont allés même à 68, ils sont allés à 73. Moi, j'ai dit, voilà les gens qui ont compris. Parce qu'ils comprennent que le travail qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas seulement le travail pour les projets, mais c'est leur propre travail. Mais le projet est venu seulement les appuyer, leur donner des moyens. Et parce que le projet a toujours une durée, aujourd'hui le projet va se terminer et ces prestataires sont capables de continuer avec le projet parce que ça sera une source aussi de revenus. Et dernièrement, nous venons de Buenamount par exemple, nous avons posé la question de savoir quels sont les bénéfices économiques. Par exemple, reçus, il y en a qui nous disent, par exemple, non, moi, je me suis marié. J'ai dit, il y a des jeunes qui ont travaillé, qui ont gagné de l'argent, mais ils se sont mariés. Il y a des mamans qui disent, non, j'ai acheté mes pièces wax, j'ai acheté des chèvres, j'ai acheté mes poules, j'ai acheté les porcs. L'autre dit, non, voilà, je n'avais pas de radio. Aujourd'hui, j'ai acheté la radio avec le système photovoltaïque aujourd'hui. Il est capable de suivre les informations sur ce qui se passe dans le monde sans venir en Mbujimayi, mais il les suit à Buenamount, là où il est. Vous voyez, c'est sur des bénéfices de ce projet. Il y en a qui ont acheté des tôles, ils ont changé de chaume, de maisons en chaume, et ils ont remplacé. Ça, ce sont des bénéfices positifs des projets. Et nous aimons ça. Voilà. Donc, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cette émission. Il s'agit bien sûr de la deuxième composante de ces grands projets. Un projet qui apporte la vie, pratiquement, parce que vous avez dit vous-même que l'arbre, c'est la vie. Et donc, c'est important que nous puissions savoir cela. C'est important que ceux qui sont dans ces sites puissent s'approprier de ce projet, donc des acquis de ce projet. Alors nous allons prendre la deuxième composante. Cette deuxième composante parle certainement de l'agroforesterie, si je ne me suis pas trompé. L'agriculture durable et sécurisation foncière. Voilà, donc expliquez-nous un peu c'est quoi. L'agriculture durable et la sécurisation foncière. Je vous ai dit ici, chaque fois que nous partons, on nous pose toujours la question de savoir, nous plantons les arbres, mais est-ce que nous allons manger les arbres? Voilà pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, nous avons pensé à
aller aussi avec des activités liées à l'agriculture durable, donc de manioc, de maïs, les niébés, les arachides, les patates douces. Ça dépend des itinéraires techniques pertinents dans le milieu. Alors, aussi, la deuxième étape là-bas, c'est la sécurisation. La sécurisation foncière. C'est-à-dire, pour la plupart, vous voyez, nous ne voulons pas que quand nous allons, avec les activités du projet, par exemple, à l'intérieur du pays, et que les activités soient réalisées sur des terrains conflictuels, vous voyez, des projets n'ont pas besoin de perdre. Aujourd'hui, on a mis de l'argent, on a donné des semences, on a donné des formations techniques, on est en train de suivre nos prestataires. Et un prestataire qui est allé travailler, par exemple, un terrain de famille qui devient conflictuel après quelques temps, et puis on vient, on met par exemple du feu, et puis on a tout perdu. Vous voyez, nous voulons sécuriser que tous nos prestataires aient des terrains reconnus d'abord par l'État, qu'ils aient leurs documents, ils ont leur statut, ils ont leur règlement d'ordre intérieur, ils ont donc les documents pour leur terrain, et puis ça nous évite des problèmes sur le terrain. Pour la plupart, quand vous y allez, vous allez trouver, non, le terrain, là, c'est un terrain. Par exemple, vous êtes allé une fois avec nous sur le terrain, vous avez vu qu'il y a des terrains pour les communautés où les gens viennent et se disent non, ça c'est notre propre terrain, vous ne pouvez pas amener vos activités ici. Et ça nous a créé un petit problème entre les communautés et le projet. Or, le projet agit à travers les structures qui ont gagné le contrat au niveau du projet. Alors, vous nous dites, bon, j'ai mon terrain de 100 hectares. Vous arrivez là-bas, on vous dit non, nous devons nous partager. Ça, c'est pour la famille, ça, c'est pour mon père. Vous voyez que la sécurisation joue un grand rôle. Oui. En dehors de ça, nous voulions parler de l'activité de l'agroforesterie. Ce n'est qu'une activité à travers les autres activités dans cette composante. Nous avons choisi l'agroforesterie parce qu'elle a une importance capitale. Je vous ai d'abord parlé de... Nous voulons quitter cette étape des activités où on utilise souvent les produits chimiques qui détruisent en même temps les sols. Et si vous remarquez, lorsque vous les utilisez, après, on est obligé de changer de terrain. Mais avec l'association des arbres avec les cultures, donc la fertilité est produite automatiquement par la présence des arbres. Vous voyez, et cela augmente aussi la productivité des manioc ou des maïs ou des arachides, des niébés, ainsi de suite. Mais là, une question me vient à l'esprit, c'est que aujourd'hui vous êtes en train de vous battre pour que les gens puissent continuer à planter les arbres, mais en même temps, les mêmes personnes continuent à utiliser les mêmes arbres pour fabriquer la braise, pour fabriquer, soit créer des planches pour la construction de maisons, de bancs, ainsi de suite. Alors, est-ce que ce n'est pas apporter une solution qui va être dérangée quelques minutes après? Non, ça ne dérange pas. Vous avez compris que la population a un besoin séculaire d'énergie. Or, pour avoir de l'énergie, il faut utiliser le charbon de bois ou soit le bois mort ou la braise. Nous sommes en train de réhabiliter la forêt de Bonamoutou parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez, quand nous sommes arrivés, on avait trouvé un problème avec l'ancien gouverneur qui est parti, des problèmes entre les Kasaï oriental et Kasaï central. Kasaï occidental, ancienne configuration, oui. Et les Kasaï oriental. Pourquoi? Parce que on a exploité tellement de ce côté, et puis ils sont en train maintenant de l'autre côté. Ceux de là, ils s'élèvent, vous disent non, vous ne pouvez pas venir chez nous, vous avez terminé chez vous, restez là-bas. Et c'était la guerre. Donc aujourd'hui, nous disons qu'on ne mette pas encore trop de pression sur cette forêt,
Parce que nous sommes en train de la réhabiliter. Mais dans l'entretemps, le besoin est là. Il faut procéder avec cette essence d'acacia auriciformis, qui est une essence à croissance rapide, qui, dans peu de temps, peut nous apporter une solution au problème de l'énergie de bois ou de charbon. Vous comprenez? C'est comme ça que nous disons, avec l'acacia, vous pouvez planter et dans 5 ans, 6 ans, vous pouvez l'exploiter et replanter, et c'est un cycle. Et là, la pression au niveau de la forêt va baisser, et dans la forêt, nous avons besoin de ces grands arbres à valeur commerciale pour rentrer quand même les revenus au niveau du pays. Je crois que nous allons terminer cette première émission aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à faire. Mais je voudrais que vous puissiez quand même parler à cette population, parce qu'au fait, ceux qui sont sur terrain, donc certains prestataires, trouvent que la population devient un obstacle. On n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire, donc ça pose des problèmes. Et c'est à quel niveau vous situez ça, à quel niveau Bon, ce sont des contraintes. Ce sont des contraintes et nous devons trouver les moyens pour les contourner. De toutes les façons, je ne suis pas toujours d'accord de dire que la population constitue un blocage ou un frein. Vous savez, lorsque le projet est bien compris et bien expliqué, la population adhère. Et notre projet, la plupart des gens nous posent des questions ici en ville, ils voient mais nous comprenons, nous ne voyons rien. Or, nos activités, notre champ d'activité ne se trouve pas en ville. Pas en ville. Notre champ d'activité se trouve dans nos villages. Dans nos villages. Hein? Donc, nous travaillons. Nous avons autant de champs d'arbres. Et l'autre fois, nous sommes allés avec le ministre, le ministre en charge de l'agriculture. Je l'ai vu dans les images. Voilà. Il est allé voir quand même le travail qui a été fait. Et il est notre porte-parole au niveau du gouvernement. Donc, il y a des activités qui ont comme champ d'action les centres, mais il y en a aussi qui ont comme champ d'action l'intérieur du pays. C'est pourquoi on peut nous voir, on nous pose des questions, mais notre champ, c'est à l'intérieur. Vous êtes aussi parmi nos témoins. Vous pouvez toujours, au niveau des antennes, de temps en temps parler de cela, et nos médias que nous avons recrutés pour qu'ils puissent apporter notre voix plus loin. Voilà. Donc, alors, la population ne constitue pas... Le souci, c'était que vous puissiez dire quelque chose à la population qui nous suit. C'est ce que je suis en train de faire. Je voulais même que nous puissions le faire en Tchoulouba. Par exemple, pour ce message-là important, que nous puissions le faire en Tchoulouba, pour que les gens comprennent, parce que c'est vraiment important. Moi, personnellement, quand vous avez expliqué le projet ici, je sens qu'il faut absolument adhérer à ce projet. Si on n'adhère pas à ce projet, donc les années qui suivent vont être très difficiles pour nous. Parce que déjà maintenant, les gens se plaignent beaucoup, ils disent il se fait très chaud, il y a des problèmes et tout ça. Il y a même des problèmes de respiration qui arrivent chez certaines personnes. Donc ça pose pas mal de problèmes. Alors là, il faudrait que vous puissiez parler à cette population qui vous suit. Merci pour l'espace que vous me donnez. Voyez-vous que le projet comme tel, je vous ai dit dès le départ que nous sommes encore au niveau de la phase pilote. Le besoin est énorme. Les inconvénients ou les conséquences que nous recevons du climat aujourd'hui sont énormes, mais il faut apporter la solution. Et je vous ai dit aussi que le projet PIRED MBKIS fait partie de la solution au problème des changements climatiques. Ce que je vais demander à la population, c'est qu'il faut savoir conserver l'arbre. Il faut savoir protéger l'arbre. Partout où vous le trouvez, il faut le protéger. Même dans nos milieux urbains ici, nous conseillons toujours que dans la parcelle, on ne peut pas manquer l'arbre. Parce que cet arbre soutient votre vie en vous produisant l'oxygène que vous avez besoin pour la vie. Dans ceux qui sont engagés ou ceux qui sont impliqués dans le projet a une dimension participative. Le projet, ce n'est pas pour quelques personnes, c'est pour tout le monde. Nous devons tous adhérer
à ce projet, donner notre main et participer, apporter notre pierre, comme ce que je voulais dire, apporter notre pierre pour que ce projet aille. Parce que si ça réussit, je vous ai dit qu'il y a 8 pays seulement. Nous allons arriver à un moment où ces 8 pays apporteront leur expérience, débattront, et pour maintenant élaborer un canevas que nous allons maintenant divulguer et puis partager dans le monde entier, là où on a des problèmes de changement climatique. Si nous nous y mettons tous, nous pouvons apporter la solution au problème des changements climatiques. Donc, je vais tenter en Chiluba. Bon, mon Chiluba, vous allez le supporter. Tous nous les projets où tu vas le Kasaï oriental, j'ai profité kabidi wa kwa milbana vetu ba province wa Lomami, un projet où tu vas le un projet wa mushino mukol, tout le monde a un montion so amono wa kudi mwinka, c'est comme ça qu'on dit. Mon projet est tout dit le projet wa kukuna kwa michi. Isamu ya bunye iba tamba kutwela nkongo bateveje wani nitwagila no michi ke itijajali to projet ujini bituha bisatu mongale je punto ajijero kuchituva chitangila malo ajikuna ja michi et puis kuchituva chitangila malo ajikuna ja biji gobi kwa bishi chilana koma chomba matala samba kaje ni michi OK donc hatu tubisamba kaje ensemble tutwabigi mu français agroforesterie, muje chito cha agriculture, chito cha forêt, bisamba kaja tubikira agroforesterie. Walumichi iji mikala ife la bufuka ku mubulaba et puis biakuja iji bifatuka biabuni. Alors tout le monde miaba yo sur du projet mikala usangi ni mu territoire wa lupatapata. Ni mu territoire wa lupatapata kumabaya ni kukankelenge mu territoire wa miabi uji kote yonso wa miketa ku chilundu chijiba miaba yonso ai projet uji koko et puis le sekalo wa Lomami tuji ku luputa katabai mwene ditu miaba yonso ai tuji ni projet tuji ni ba prestataire betu ani ba fermier baji vuinka mu chintwasi umbihahu bikaji deja bamanu kukuna michi kutubere twasi kujiro wabuni bwa mujimuji bubakwati baji munka chimwa chimenga kaba neni mushindo wa kumuna miji witu titwezeto wali miji miji enzeka mu intérieur kadi bafumu ba chimenga ne ba musoko bakaji deja bayimuna ni baba mona bafite na shikubindi jimbi mu ma télévision ma shilangana bafila ma témoignage ni opinion yabo donc tu ne toi ce qui dit là tu jenga bwani bantu bonsu bajibwika miji mwa imilo bwenu nene mwaba uje muchi usanganyibwa ke mwaba wa kulwa kukuna bwa kwenza makala nashi yele menjini makala njijinga ya muntu yonsu balo taile lele tujini problème ya courant. Le statistique courant pour toute la République, c'est actuellement 10%. Quand tout le monde se dit vivre à Mouni, Makala, Agni, Nkuni. Alors, pour protéger, parce qu'aujourd'hui, notre forêt, on dit que patrimoine mondial. Hein? Donc, pour répondre, pour Majinga, Aoutugalo, Nimuchu, Acacia. Acacia auriculaformis wala acacia we mumukuni uji ukwata mubulaba kene ni ma condition abunito et puis uji ukola lukasa et puis à travers acacia tu mo kupeta nkuni tu mo kupeta makala et entre temps tu kwa kashe kabidi ni ngulukulu wetu bwane tumone mo kupeta sombelu mwakana et puis ku fournir tant soit peu majinga donc bipete ku majinga ben musoko. Donc, mais ma question en venant kuno ambile muchuluba ngao
Zambi Wakulu à nous bénéficier, le projet Weto attente à mon compagnie. Merci beaucoup, monsieur les coordonnateurs du projet RED Plus au niveau de la province du Kasaï oriental, la province de Lomami aussi. Et donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours branchés sur votre chaîne pour d'autres informations.